et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la glande surrénale. Je suis Latash Delila Marwa, étudiante en 6e année médecine et aujourd'hui on va parler de la physiologie. Avant d'entrer dans le vif du sujet, faisons un petit rappel. La surrénale est organisée en cortico-surrénale avec ses 3 couches et en médulo-surrénale. La glomérulée sécrète l'aldostérone, la fasciculée sécrète le cortisol, la réticulée sécrète les androgènes et la médulaire sécrète les catécholamines. Chez le fœtus, la sécrétion d'aldostérone commence aux alentours de la 33e semaine. Il a pour action la régulation du volume amniotique. Le cortisol est sécrété à partir de la 12e semaine et il participe à la maturation de l'épithélium digestif, à la synthèse des enzymes hépatiques, à la production de surfactants et au développement des organes génitaux externes. Les catécholamines ne sont pratiquement pas sécrétées chez le fœtus. On commence tout d'abord par la médulo-surrénale. Donc en fait, la médulo-surrénale, c'est un ganglion sympathique dans lequel les neurones postganglionnaires ont perdu leurs axones et sont devenus des cellules sécrétrices. Donc cette sécrétion est stimulée par les fibres nerveuses préganglionnaires qui sont en contact avec la glande par l'intermédiaire des nerfs splanchniques qui sont sympathiques. Les hormones, donc les catécholamines de la médulo-surrénale, ils interviennent surtout dans la préparation du corps aux urgences. Et il existe d'autres substances qui sont sécrétées par la médulo-surrénale, citant les peptides opioïdes et l'adrénoméduline. Il existe également les paraganglions. Ce sont de petits groupes de cellules qui ressemblent à celles de la médulo-surrénale et qui se situent près des ganglions sympathiques thoraciques et abdominaux. Donc, comme leur nom indique, paraganglions près des ganglions. Donc, la biosynthèse des catécholamines commence tout d'abord par la tyrosine, qui va subir une hydroxylation et décarboxylation pour donner la noradrénaline. Et là interviennent les glucocorticoïdes qui vont induire la PNMT, qui est une enzyme présente au niveau de la surrénale et du cerveau, pour méthyler la noradrénaline pour donner l'adrénaline. Il est intéressant à préciser que l'adrénaline est principalement sécrétée par la surrénale. Si on fait une surrénalectomie, donc le taux d'adrénaline sera nul, alors que le taux de noradrénaline va demeurer inchangé. Donc les glucocorticoïdes vont gagner la médulo-surrénale à partir des anastomoses qui existent entre le réseau capillaire cortical et médulaire, comme on l'a vu lors de la vidéo précédente. Donc les catécholamines, une fois dans la circulation générale, ils vont exercer leurs effets, mais ils vont également être métabolisés en métadrénaline et normétadrénaline conjuguées qui représentent 50% des catécholamines dans les urines, ou bien sous forme de VMA après méthoxylation et oxydation qui représentent 35% des catécholamines dans les urines. À noter que la demi-vie des catécholamines est très courte, elle est de 2 minutes. Il existe également des quantités de dopamine appréciables dans les urines. Donc, on passe aux effets. Les effets de l'adrénaline et de la noradrénaline sont principalement cardiovasculaires. Mais il existe également une fonction hyperglycémiante en stimulant la glycogénolyse. Donc, ils ont un effet inotrope, chronotrope et bathymotrope positif. Et également un effet vasoconstricteur pour le reste de la circulation générale, sauf au niveau des vaisseaux des muscles squelettiques et du foie, où l'adrénaline provoque une vasodilatation via les récepteurs bêta-2. Il augmente également la vigilance. Pour la dopamine, elle a un effet vasodilatateur rénal et mésentérique et une vasoconstriction ailleurs. Elle a également un effet inotrope positif et provoque une natriurèse. Pour la régulation de la sécrétion des catécholamines, elle est essentiellement d'ordre nerveux. Donc tout d'abord, nous avons une décharge sympathique qui est due soit à une situation d'urgence, au froid, pour une action calorigénique ou une hypoglycémie. Donc ça va provoquer une augmentation de la sécrétion. Généralement, nous avons le rapport adrénaline-noradrénaline qui est constant dans la veine surrénalienne, mais il y a des situations
où une des deux hormones augmente plus que la deuxième en cas de sécrétion sélective. Par exemple, en cas de choc émotionnel, c'est la noradrénaline qui va augmenter. En cas de sujet qui ignore ce qu'il attend, c'est plutôt l'adrénaline qui va augmenter. On a terminé avec tout ce qui est médulo-surrénal et catécholamine. On passe à la cortico-surrénale. Rappelez-vous, on a dit que la cortico-surrénale sécrète les glucocorticoïdes, donc qui entrent dans le métabolisme des glucides et des protéines, les minéralocorticoïdes qui maintiennent l'équilibre hydrosodé et les hormones sexuelles qui ont un rôle à jouer dans la fonction reproductive. On a dit que les produits corticosurrénaliens sont des stéroïdes, donc le précurseur commun, c'est le cholestérol. Via la cholestérol desmolase va donner le préniénolone qui va emprunter une des trois voies. Soit la voie qui va aboutir à la formation de l'aldostérone passant par le 11-désoxycorticostérone et le corticostérone. À noter que le 11-désoxycorticostérone est présent à des quantités égales à celles de l'aldostérone dans la circulation générale, mais son activité ne représente que 3% de celle de l'aldostérone. Il y a également la deuxième voie qui aboutit à la formation du cortisol, passant par la 17-hydroxyprogestérone et le 11-désoxycortisol. Et puis, la troisième voie qui aboutit à la formation du DHEA, de l'androsténédione, du testostérone et de l'œstradiol. Tout ceci est catalysé par des enzymes. Donc, pourquoi il est important de retenir ce schéma-là? Ça va nous aider à déduire les anomalies qui peuvent survenir en cas de déficience d'une de ces enzymes. Par exemple, si on a un déficit en 17 alpha-hydroxylase, nous avons un blocage de la synthèse du cortisol et des hormones sexuelles avec une production accrue d'aldostérone qui va provoquer une HTA et une hypokaliémie. Un déficit en 3-bêta-hydroxystéroïde déshydrogénase donc va bloquer les trois voies. Un déficit en 21-bêta-hydroxylase donc qui est le déficit le plus courant, donc qui représente 90% des déficits. Donc nous avons le blocage de l'aldostérone et du cortisol avec une production accrue d'androgènes donc qui ont une action masculinisante. Pareil pour la 11-bêta-hydroxylase. Donc, une fois dans la circulation générale, le cortisol va être fixé sur la transcortine ou bien la CBG et une petite partie sera fixée à l'albumine. Notons que la fraction fixée, c'est la fraction inactive et la fraction libre, c'est la fraction active. Donc, la fraction va augmenter la demi-vie qui sera de 60 à 90 minutes, un métabolisme hépatique et une excrétion urinaire et biliaire. Pour l'aldostérone, sa fixation est faible, ce qui va diminuer la demi-vie qui sera de 20 minutes. Le métabolisme hépatique et rénal qui va aboutir à la formation d'un produit conjugué appelé la bile en milieu acide, car quand le pH est égal à 1, il sera reconverti en aldostérone. La partie excrétée dans les urines est inférieure à 1%. Pour le DHEA, donc il est fixé principalement à l'albumine, une petite partie sera fixée à la testostérone binding globulin. Sa demi-vie est de 40 minutes. 2/3 des androgènes urinaires sont sécrétés par les surrénales ou formés à partir du cortisol dans le foie, et 1/3 est d'origine testiculaire. Donc, les androgènes ont un effet masculinisant. Cet effet-là est plus apparent si la sécrétion est excessive. Ils stimulent également l'anabolisme protéique et la croissance. Pour les œstrogènes, ils sont formés par aromatisation des androgènes surrénaliens au niveau de la graisse périphérique. C'est une source importante d'œstrogènes chez les hommes et les femmes ménopausées, car leurs ovaires plutôt sont inactifs. Pour les glucocorticoïdes, ils ont plusieurs effets. Des effets sur le métabolisme glucidique avec une glycogénolyse, une néoglycogénèse
une action anti-insulinique et une action permissive pour le glucagon. Donc, ça va aboutir à une hyperglycémie. Pour le métabolisme protidique, ils vont stimuler le catabolisme. Pour le métabolisme lipidique, donc ils vont stimuler la lipolyse et la libération des acides gras dans la circulation générale avec une augmentation du taux de cholestérol. Sur le métabolisme phosphocalcique, donc on aura une augmentation du taux de PTH, une diminution de l'absorption du calcium intestinal et augmentation de son excrétion rénale avec une résorption osseuse. Une action anti-inflammatoire et anti-allergique avec un blocage de l'action de l'histamine et des activateurs du plasminogène. Une action hydroélectrolytique mais qui est très faible, qui se manifeste par une rétention hydrosodée et une perte de potassium. Des effets sur les cellules sanguines avec une diminution des polynucléaires éosinophiles, des polynucléaires basophiles et des lymphocytes, et une augmentation des polynucléaires neutrophiles, des plaquettes et des globules rouges. Des effets cardiovasculaires avec une action permissive pour les catécholamides et une assurance de la réactivité vasculaire qui va aboutir à une augmentation de la pression artérielle. Des effets sur la peau et les muscles avec une insulinorésistance dans les cellules musculaires et un catabolisme des protéines, des muscles, de la peau et du tissu conjonctif. Un effet régulateur du stress. Sur le système nerveux central, une augmentation de l'excitabilité, de l'appétit et une action sur l'humeur et la concentration. Il augmente l'acidité digestive. Un effet sur le système respiratoire, en provoquant la maturation du surfactant. Il peut être utilisé comme un traitement lors des prématurités. Un effet sur les autres hormones, un effet inhibiteur sur la vasopressine, la GH, la TRH, la LH et la FSH avec toutes les conséquences qui sont dues à ces déficits-là. Donc pour la régulation des glucocorticoïdes, nous avons notre axe corticotrope. Tout commence au niveau de l'hypothalamus avec la sécrétion de CRH qui va stimuler l'adénohypophyse à la sécrétion de l'ACTH. Il faut noter que l'ACTH, elle provient d'un précurseur commun, donc appelé le pro-opio-mélanocortine, qui produit également la bêta-lipotropine, bêta-endorphine et les mélanotropines. Ensuite, l'ACTH va stimuler la corticosurrénale pour produire les glucocorticoïdes. Ces derniers, à leur tour, vont exercer un rétrocontrôle négatif sur la sécrétion de l'ACTH et de la CRH. Il est très important à préciser que la CRH elle-même est sous contrôle principalement du rythme circadien et du stress. Donc le rythme circadien est contrôlé par les noyaux suprachiasmatiques hypothalamiques. Donc on voit là sur ce graphe que le cortisol, la sécrétion du cortisol suit un rythme circadien avec des concentrations différentes au cours de la journée. Le pic survient aux alentours de 8 heures du matin, puis la sécrétion va diminuer pour atteindre le nadir, c'est-à-dire le point où la concentration est la plus faible, aux alentours de minuit. À noter également que 75% de la quantité de glucocorticoïdes sécrétée pendant 24 heures survient entre 4 et 10 heures. Il y a également l'intervention du stress. Donc les voies nerveuses afférentes convergent vers les noyaux paraventriculaires, donc ils vont provoquer la sécrétion de la CRH. C'est pourquoi on dit que le cortisol c'est une hormone de stress. Maintenant, on passe aux minéralocorticoïdes. Donc leur effet consiste à l'augmentation de la réabsorption du sodium à partir de l'urine, de la salive, de la sueur et du contenu du côlon, induisant par conséquent une expansion du liquide extracellulaire. Donc ce qui nous importe le plus, c'est la réabsorption urinaire du sodium. Par quel mécanisme? Nous avons là notre néphron avec le glomérule, le tube contourné proximal, l'anse de Henle, le tube contourné distal et les canaux collecteurs.
Donc, au niveau de ces canaux collecteurs, il existe des cellules appelées cellules principales ou cellules P sur lesquelles agit l'aldostérone en induisant un échange de sodium contre du potassium ou du H+, qui provoque une diurèse en potassium et une augmentation de l'acidité urinaire. Pour la régulation des minéralocorticoïdes, elle est assurée principalement par le système rénine-angiotensine-aldostérone. Donc, tu commences au niveau de l'appareil juxtaglomérulaire. Nous avons notre glomérus avec l'artériole afférente et efférente. Nous avons là la lumière du tube contourné distal. Les cellules qui l'abordent, donc il y a quelques cellules qui sont spécialisées, appelées les cellules de la macula densa, et qui ont la capacité de capter la concentration de sodium. Quand elle est diminuée, donc ils vont stimuler les cellules de l'appareil juxtaglomérulaire à produire la rénine. Donc la rénine, c'est une enzyme qui va convertir l'angiotensinogène hépatique en angiotensine 1. Ensuite intervient l'enzyme de conversion pulmonaire qui va convertir l'angiotensine 1 en angiotensine 2, qui va stimuler la corticosurrénale à produire l'aldostérone et à son tour, il va exercer ses effets sur les tubules collecteurs. À noter que l'angiotensine 2 va exercer un rétrocontrôle négatif sur la rénine. Il existe d'autres situations où le taux d'aldostérone peut augmenter. Sous l'effet de l'ACTH, mais cet effet-là est négligeable. En cas de chirurgie, de traumatisme physique, d'hémorragie, d'apport potassique élevé, d'apport sodique faible, de sténose de la veine cave inférieure dans le thorax, en cas de position debout et en cas d'hyperaldostéronisme secondaire. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que c'était clair et bénéfique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.